Aïcha Limbada, vous êtes spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Vous êtes actuellement membre de l'École française de Rome et vous venez de publier l'an dernier aux éditions de la Découverte un ouvrage qui a beaucoup marqué les esprits, La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale. Aïcha Limbada, comment fait-on l'histoire de l'intimité? On la connaissait, la nuit de noces, jusque-là, par la littérature, par une vie de Maupassant, par les souvenirs de la journaliste Séverine. Mais vous, ou par quelquefois les sources médicales, mais vous êtes allé chercher une source nouvelle. Oui, alors effectivement, je me suis appuyée sur beaucoup de sources très différentes et donc des sources imprimées qui étaient connues. Des sources médicales, des sources littéraires, des sources iconographiques. Mais j'ai voulu étudier les discours, les représentations, mais aussi les pratiques et le faire à travers des témoignages de première main. Ce que j'ai pu faire en allant au Vatican, aux archives apostoliques du Vatican, qui conservent des procès matrimoniaux de nature canonique. Donc il s'agit de procès de nature religieuse qui concernent des époux qui veulent se séparer religieusement, alors que le mariage est indissoluble pour l'Église catholique. Et donc au cours de ces procès, les époux sont amenés à raconter leur mariage malheureux et ce qui n'allait pas, notamment au début de leur vie conjugale. Et donc c'est ainsi que j'ai pu trouver des centaines de témoignages sur la nuit de noces. C'est une source exceptionnelle parce qu'évidemment, elle nous donne accès à du témoignage et à des histoires de pratiques. Alors, quelle image diriez-vous que ça nous donne de la jeune femme, la jeune épousée au XIXe siècle? Est-ce que c'est une version moderne de la Vierge sacrifiée dont vous parliez hier ici à Avignon à propos de Polyxène, la fille d'Écube? C'est vrai que j'ai fait quelques parallèles entre cette figure de Polyxène dans Écube qui a été traitée par des écrivains de l'Antiquité, dont Euripide. Cette Polyxène, en fait, elle est sacrifiée sur le tombeau d'Achille, qui voulait l'épouser, puisqu'il est mort avant. Eh bien, on sacrifie cette pauvre Polyxène sur sa tombe. Et donc, j'ai fait un parallèle parce qu'au XIXe siècle, c'est vrai que les jeunes filles qui sont amenées à se marier sont souvent comparées à des vierges qu'on sacrifie. Le lit est comparé à l'autel du sacrifice et donc on fait des parallèles qui montrent la tragédie qu'elles vivent puisque parfois elles s'orientent dans un mariage sans avoir consenti au mariage. Parfois elles sont assez consentantes et elles désirent se marier mais elles ne savent pas ce qui va se passer dans la chambre nuptiale et donc le moment de la consommation sexuelle dans ce cas-là est représenté comme un sacrifice dans beaucoup de sources. Dans les sources médicales, on utilise cette métaphore du sacrifice pour évoquer le viol qu'elles vont subir. Les romanciers, les dessinateurs aussi vont utiliser cette métaphore et cette comparaison en fait du mariage avec le sacrifice est aussi utilisée dans la vie courante puisque par exemple avec ces archives judiciaires et les témoignages que j'ai pu consulter, eh bien, on voit que dans les témoignages, ce mot de sacrifice, ces comparaisons pas à Écube mais plutôt à Iphigénie sont utilisées par les maris, par les mères ou les pères de famille. Le mot de viol aussi, vous citez Balzac qui dans la physiologie du mariage parle de viol conjugal. C'est une expression qui est entrée récemment un crime, un chef d'accusation qui est entré récemment en 2006 dans le code pénal et c'est étonnant de voir ce mot utilisé par des hommes qui donc d'une certaine manière prennent en horreur cette pratique-là. Oui, c'est vrai qu'on s'étonne de ce mot de viol. On a l'impression que on découvre pratiquement le viol conjugal aujourd'hui, alors qu'au XIXe siècle, ce mot de viol était employé. Donc,
par Balzac dans la physiologie du mariage, qui donne des conseils aux maris et leur dit de ne pas commencer le mariage par un viol. Et il y a cette expression de viol légal qui est fréquemment employée par les romanciers et les romancières, par les féministes, par des penseurs qui réfléchissent au mariage et qui décrivent ce mariage et donc la consommation sexuelle qui s'ensuit comme un viol légal. Pourquoi viol légal? C'est une expression qui montre que, eh bien, il s'agit d'un viol, mais qu'il est complètement autorisé par la loi, puisque la loi ne le punit pas. Il est intéressant de voir qu'on a tendance parfois à oublier que ces dénonciations du viol conjugal avaient déjà lieu au XIXe siècle et qu'elles donnaient lieu à beaucoup d'écrits et déjà des plaintes. Poussons encore un peu ces jeunes femmes qui sont en effet souvent victimes, et vous montrez bien l'organisation de la domination, orchestrée d'ailleurs tranquillement par le Code civil. Cependant, elles sont ignorantes, il y a cette fabrique de l'ignorance, elles arrivent en victime, et pourtant vous les montrez capables d'agentivité, dirions-nous aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, elles sont parfois stratèges, elles se défendent, elles peuvent même parfois mentir, tricher, enfin inventer des stratégies pour se sortir d'affaires. C'est assez frappant dans votre livre et je trouve que les voyez-vous comme ça aussi, ces femmes du XIXe siècle? Alors ces femmes qui ont recours à la justice ecclésiastique, en effet, ne sont pas que des victimes. Donc elles savent présenter ce qui leur est arrivé de manière à obtenir ce qu'elles désirent, c'est-à-dire la dissolution du lien conjugal. Et donc elles y arrivent très souvent. Il leur faut aussi du courage quand même parce que elles ont affaire à des juges ecclésiastiques qui sont donc des hommes d'église. C'est un contexte impressionnant parce que voilà, elles vont dans la salle d'un tribunal pour parler de sexualité, ce qui n'est pas évident. Elles doivent vraiment dévoiler leur intimité à des personnes qui pourraient aussi les juger sévèrement, puisque l'Église quand même instaure le devoir conjugal. Donc là, on a une sorte de paradoxe qui fait que la justice ecclésiastique va pouvoir donner raison ou entendre ces femmes qui peuvent se plaindre parfois de choses, comme par exemple le devoir conjugal, qui sont tout à fait acceptées et même encouragées parfois par l'Église. Et donc ces femmes, oui, eh bien, elles mettent en place parfois des stratégies, elles élaborent aussi des récits avec leur avocat ou leur conseiller pour donner un témoignage qui va leur permettre de trouver une issue favorable. Et en fait, j'estime quand même que ces témoignages sont souvent conformes à la vérité, il y en a énormément, mais qu'ils soient vrais ou faux, finalement, on ne peut pas vraiment le savoir, mais disons qu'il reste de toute façon intéressant, parce qu'une femme qui décide de se plaindre des viols conjugaux qu'elle a subis, si elle le fait, c'est qu'elle sait que c'est un motif qui peut toucher le juge et qui peut émouvoir. Et donc si elle le fait, c'est aussi qu'on est dans une période, le second 19e siècle, le début du 20e siècle, où ce motif du viol conjugal émeut les juges et devient une raison qui va faire qu'on estime que le mariage n'est pas souhaitable et qu'il faut y mettre fin. Merci pour ce beau portrait collectif à facettes et qui rentre dans la complexité de ces rapports et de cette belle histoire.